Bonjour et bienvenue, je m'appelle Nadia Cara, je suis aujourd'hui entourée de Sophie Vincent et Grégory Loaba-Déaume. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Aujourd'hui, on est là pour parler d'inclusion et de diversité, et plus spécifiquement sur le monde du travail. Grégory, toi, tu as cofondé l'ASBL Keep Dreaming. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste et ce que tu fais là aujourd'hui? Merci. En 2-3 mots, la problématique qui nous intéresse, c'est que le cas de figure est le suivant. Les entreprises, grosses entreprises, nous contactent ou on les prospecte et nous disent voilà, on voudrait augmenter la diversité des origines au sein de nos recrutements. On se rend compte qu'on a travaillé sur le genre ou sur d'autres thématiques. Et maintenant, on voudrait travailler en 2024 sur la question de l'origine, mais on ne reçoit pas assez de CV. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé maintenant depuis 3 ans. Pendant 3 ans, on a eu le soutien de la région bruxelloise via le ministère le ministre Claire Failly. Et donc, en quelques mots, on crée un pont entre plutôt des grosses entreprises internationales ou régionales à Bruxelles et un public de talents d'origine étrangère. Et alors Sophie, toi tu es juriste chez Unia, en quoi ça consiste exactement en quelques mots? Alors moi, mon boulot, c'est de traiter les signalements de discrimination. Donc quand on parle de signalement, c'est toutes les plaintes qui sont introduites auprès d'Unia. Et je traite principalement les signalements qui sont fondés sur les critères dits raciaux et qui se passent dans le domaine de l'emploi. Et par ailleurs, je donne des formations et on écrit aussi beaucoup de recommandations, mais plutôt d'ordre juridique, quoi. Ok, super. Bon, on n'a qu'une heure pour explorer énormément de matériel, donc je propose qu'on s'y mette directement. Tout d'abord, avec une base, en Belgique, on est dans un pays qui est quand même très, très diversifié. Est-ce qu'on a des chiffres un petit peu pour étayer ça? Oui, on a des chiffres qui viennent de Stadbel, donc qui sont des chiffres qui sont très récents, donc qui datent du 1er janvier 2023. De ces chiffres, il apparaît que aujourd'hui, donc la population belge, ça correspond à 2/3 de personnes qui sont vraiment belges d'origine belge, et le tiers restant, c'est donc une population qui est plutôt non belge ou belge d'origine étrangère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que après, quand on regarde d'un peu plus près, il y a une grande disparité au niveau entre les régions. Et donc, par exemple, si on prend la Flandre, aujourd'hui, on a 3 personnes sur 4 en Flandre qui sont belges, vraiment d'origine belge. Ça correspond à 2 personnes sur 3 en région wallonne. Mais par contre, en région Bruxelles-Capitale, on a 1 personne sur 4 qui est belge d'origine belge. Alors, le reste, évidemment, c'est des non-belges. Les non-belges, c'est plus ou moins 40% de la population bruxelloise. Non, 35, pardon. Et alors, 40% de la population bruxelloise est belge d'origine étrangère. Et donc, belges d'origine étrangère, ce sont des personnes dont la première nationalité n'était pas la nationalité belge, mais qui ont acquis la nationalité belge par la suite. Et alors, après, on a aussi des personnes qui sont belges de première nationalité, mais qui ont 1 ou 2 parents qui sont d'origine étrangère et qui ont une nationalité étrangère comme première nationalité. Alors, évidemment, donc, au sein de ces groupes, il y a principalement des personnes qui sont de pays, enfin de nationalités hors Union européenne d'abord. Voilà. Et est-ce que cette diversité, elle se reflète aussi sur le marché de l'emploi ou alors pas du tout? Eh bien, c'est justement c'est là que le bas blesse. Donc, depuis plusieurs années, Unia, en collaboration avec le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale, produit un monitoring socio-économique. Donc, c'est vraiment une cartographie de l'emploi en tenant compte d'un historique de migration et de l'origine. Et ces chiffres, en fait, font apparaître depuis plusieurs années qu'il y a vraiment un taux d'emploi des personnes d'origine étrangère, donc non belges ou belges d'origine étrangère, qui est clairement inférieur au taux d'emploi des personnes belges d'origine belge. Et donc, ça veut dire qu'à un même niveau de diplôme et un même secteur d'études, on va avoir un taux qui est inférieur. Alors, il y a une amélioration donc, depuis ces dernières années, puisqu'on peut comparer, mais ça reste en fait largement problématique ou en tout cas inférieur à ce que font les autres pays au sein de l'Union européenne. Et donc ça, c'est un des premiers constats, c'est les difficultés pour les personnes d'origine étrangère d'accéder au marché du travail, donc discrimination structurelle plutôt. Et puis on a ce qu'on appelle l'ethnostratification du marché de l'emploi. Et donc, les personnes qui sont d'origine étrangère, qui sont sur le marché en fait, de l'emploi, vont généralement souffrir d'un écart salarial par rapport aux personnes qui sont belges. Alors, il y a ça. Il y a aussi le type d'emploi qui est occupé. C'est généralement des emplois plus précaires, qui sont des emplois intérimaires,
connaissent des périodes de chômage aussi plus importantes que d'autres emplois plus classiques. Et alors, le dernier élément que je trouve intéressant de partager, c'est que, donc là, j'ai vraiment mis un focus sur le fait que les personnes sont d'origine étrangère, mais par ailleurs, si ces personnes d'origine étrangère sont des femmes, sont en charge d'un ménage en tant que parents, donc on va dire monoparental, ou ont un certain âge, ont plus de 55 ans, elles vont avoir encore plus de difficultés à trouver un emploi. Et là, on se chose du coup de lunettes qu'on dit intersectionnelles, parce que le focus n'est pas seulement sur la base de, entre guillemets, un critère qui est l'origine, c'est de pouvoir en fait croiser ce critère de l'origine avec d'autres critères qui sont le genre, la composition de ménage, le niveau d'études, etc. Voilà. Et qui accumulent alors les chances d'être discriminés. Voilà, donc ils vont accumuler, donc connaître en fait ce qu'on va appeler plutôt des doubles ou des triples discriminations parfois. Ouais. Grégory, est-ce que toi, dans ton travail, tu fais les mêmes constats que ce que les statistiques Absolument, et donc toutes ces statistiques et les rapports dont Sophie parle, c'est un outil qui est super précieux pour moi, individuellement pour me nourrir au-delà de mon cas personnel et de ce que je peux rencontrer, mais aussi pour pouvoir en discuter avec des représentantes et représentants d'entreprises, parce que voilà, il manque d'outils sur ces questions, et en général sur la question de l'origine ou du racisme. Ce que j'entends très souvent dans les grandes entreprises, c'est qu'on ne peut pas mesurer, c'est illégal de mesurer en Belgique les critères raciaux, ce qui n'est pas tout à fait juste. Il y a des possibilités maintenant qui existent de pouvoir faire, notamment avec UNIA, avec un j'ai oublié comment ça s'appelle, le self-diagnostic ou autodiagnostic. Il y a un outil qui permet de faire son propre diagnostic. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais il y a des possibilités. Et là où ce que Sophie explique et que je rencontre dans mon quotidien, c'est le fait que, en fait, il y a deux problèmes principaux parmi tous les problèmes qu'il y a. C'est l'accès. Donc il y a des personnes qui, par exemple, nous contactent, qui nous disent, voilà, je postule et je ne suis jamais invité à un entretien d'embauche. Je fais des grosses généralités ici. Hein. Puis il y a un autre groupe de personnes qu'on a rencontrées qui disent, voilà, moi, je n'ai pas de souci pour rencontrer les recruteurs, les recruteuses, avoir accès à un job, il n'y a pas de souci. Mais quand je veux progresser au sein de ma carrière, je fais face à un plafond de verre. Et donc il faut que je change d'entreprise pour essayer d'avoir cette progression. Et puis il y a un troisième dernier groupe qui sont les personnes qui ont déjà plus d'expérience, 20, 25, 30 ans, qui se disent, moi j'ai les compétences et l'aspiration pour être dans des comités de direction ou dans le middle management, et en Belgique, je n'ai pas cette chance, je n'ai pas ces opportunités au sein de ma boîte. Donc je dois partir. Je dois partir vers l'Angleterre, les États-Unis, l'Afrique, etc. Et donc pour moi, les deux problèmes majeurs de ce que j'entends par rapport à ce que Sophie dit, c'est l'accès au travail, donc pouvoir avoir accès à une chance d'un entretien d'embauche, et puis après, une fois qu'on est dans l'emploi, de pouvoir progresser, de sentir bien dans l'environnement où on est. Donc on constate en fait qu'en Belgique, on a beaucoup de diversité, une super diversité, mais que niveau inclusion, on n'y est pas vraiment encore. Est-ce qu'on peut peut-être clarifier un petit peu, parce qu'on utilise beaucoup les mots diversité et inclusion de façon un petit peu interchangeable, comme si ça voulait dire la même chose, alors qu'en fait, pas du tout. Grégory, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de précision sur... Oui, par rapport par rapport à ma pratique, la question de la diversité, voilà, il y a une entreprise qui va dire, Grégory, on voudrait augmenter la diversité au sein de notre entreprise. Et je vais dire, OK, mais de quoi parlez-vous? De qui parlez-vous? Et donc, c'est vraiment de pouvoir, en fait, la diversité, c'est de compter, prendre la fiche de personnel et compter qui sont les personnes qui, par exemple, font partie des employés de l'entreprise. Et donc, là, il y a différentes dimensions. Ça va être compter le nombre d'hommes, de femmes et d'autres genres, si ça fait partie de la culture, ou en tout cas la manière de comptabiliser ou de recenser, si je peux dire, les gens au sein de son entreprise. Il y a la question de l'âge, il y a la question de la nationalité. Et donc tout ça, ce sont des déterminants par rapport à la diversité. Mais le pendant qui est l'inclusion, c'est plus au niveau personnel et au niveau collectif en tant que groupe. C'est comment est-ce que moi je me sens au sein de l'entreprise, comment est-ce que moi je me sens au sein de l'organisation. Est-ce que je peux être moi-même? Est-ce que je me sens inclus ou incluse par rapport, par exemple, on parlait juste avant de commencer, le fait qu'il y a des organisations qui font encore des réunions le vendredi à 18h. Si j'ai une vie de famille ou voilà, j'ai autre chose je dois m'occuper de quelqu'un, c'est pas évident de pouvoir le faire et d'avoir les mêmes chances que d'autres. Ou par exemple pour les parents célibataires d'avoir des réunions le mercredi après-midi, de nouveau ce ne sont pas des mesures qui soient inclusives, parce qu'il y a des personnes qui vont être exclues ou qui auront moins de facilité à pouvoir participer, à se sentir elles-mêmes au sein de l'organisation et d'apporter ce qu'elles peuvent apporter au sein de la structure. Donc c'est ça pour moi
en quelques mots les différences principales entre diversité et inclusion. Et nous, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup pour rebondir sur ce que disait Grégory, où parfois les entreprises nous contactent en voulant mettre en place des dispositifs pour promouvoir cette diversité, comme par exemple, on en parlera sans doute, les actions positives. Mais alors, donc ils vont parvenir à peut-être recruter des personnes du dit groupe cible, par exemple des femmes ou des personnes d'origine étrangère, mais lorsque ces personnes arrivent sur le lieu de travail, elles ne s'y sentent pas bien, elles ne sont pas accueillies, on ne met pas des choses en place pour que chacun, en fait, puisse évoluer d'une manière sereine. Et donc, en fait, c'est des personnes qu'on parvient à recruter, donc on a cette diversité, mais elles vont partir, et donc on n'a pas parce qu'on n'a pas cette inclusion. Ouais. Et là-dessus, j'ai eu cette semaine quelque chose qui me revient. J'ai eu un échange avec une femme qui me racontait qu'au sein de son entreprise, une grosse entreprise, et à un moment donné, elle ne se sentait pas bien dans un environnement qui était toxique, d'après ce qu'elle m'a dit. Elle a quitté l'organisation. Et ce qui était assez surprenant, en tout cas pour moi, ce qui était interpellant, c'est le fait que dans les 6 mois, il y a près de 20% de ses collègues féminins, donc 20% de l'équipe, donc en termes de femmes qui ont quitté l'entreprise, parce que voilà, l'environnement n'était pas inclusif. Et donc, il y a un réel enjeu derrière, comme dit Sophie, de non seulement recruter, mais surtout de faire en sorte que l'environnement permettre aux personnes de se sentir bien et de s'épanouir et de rester. Oui, que l'emploi devienne durable. Exact. Ouais. Sophie, je suis contente qu'on t'ait aujourd'hui parce que ça nous permet aussi de donner un petit peu de contexte au niveau légal. Parce qu'en Belgique, on a quand même un cadre légal contre la discrimination, contre le racisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi cette loi antiraciste consiste ? Oui, donc en fait, c'est une loi qui a été adoptée il y a plusieurs années, donc en 1981. Et c'est une loi qui interdit les discriminations fondées sur les critères dits raciaux. Alors, si on décortique un petit peu, les discriminations, ce sont des différences de traitement qu'on ne peut pas justifier. Donc ça, c'est le premier élément. Et alors, le deuxième élément, quand je dis fondé sur des critères dits raciaux, donc c'est des critères protégés qui sont visés expressément par la loi. Il s'agit de la nationalité, de la couleur de peau, de l'origine nationale, de l'origine ethnique, de la prétendue race. Alors pourquoi est-ce qu'on dit prétendue ? C'est pour insister sur le fait que la race n'a pas de réalité biologique. Évidemment, c'est une notion sociologique ici. Et enfin, l'ascendance, donc, qui renvoie à l'appartenance à la communauté juive. Alors, lorsqu'on dit on interdit les différences de traitement qui ne sont pas justifiées, en fait, la loi vise un certain nombre, quand on parle de différences de traitement, elle vise un certain nombre d'hypothèses. On a ce qu'on appelle les discriminations directes, donc qui est le fait vraiment de directement, sur la base du critère protégé, faire une différence de traitement. Et donc, c'est par exemple le fait de refuser d'engager une personne parce qu'elle est de telle ou telle origine. Donc ça a le mérite d'être très clair. Mais on va aussi avoir pour objectif de viser ce qu'on appelle les discriminations indirectes. Donc ce sont des pratiques ou des règles qui sont neutres, mais dans les faits, qui vont avoir un impact sur les personnes qui relèvent du groupe cible. Et donc l'exemple courant qu'on utilise, c'est une offre d'emploi qui demande la connaissance d'une langue à un niveau qui est un niveau de langue maternelle. Dans les faits, une personne peut avoir une connaissance très très bonne du néerlandais ou du français, mais que ça ne soit pas sa langue maternelle parce qu'en fait la personne est d'origine étrangère. Et donc c'est une règle qui semble neutre, mais qui va avoir un impact sur certains groupes. Et puis on a ce qu'on appelle l'injonction à discriminer qui est aussi interdite. Donc le fait, par exemple, pour une société d'intérim, de dire en fait, de recevoir comme injonction de la part d'un employeur, de dire on ne veut pas des personnes de telle ou telle origine, parce que, par exemple, ça ne va pas aller au sein de l'équipe ou quelque chose. Donc ça, c'est évidemment interdit. Et enfin, on a ce qu'on appelle le harcèlement. Donc le harcèlement, c'est vraiment l'idée qu'on va avoir un comportement abusif sur un environnement de travail de un ou de plusieurs collègues, qui va avoir pour effet vraiment de porter atteinte à la dignité d'une personne, donc d'un collègue, et qui va créer en fait finalement un environnement de travail qui va être un environnement qui est hostile, qui est un environnement offensant. Et donc ça, généralement, on va très fort... Moi, c'est la plupart de mes dossiers, des signalements que je reçois de discrimination, c'est du harcèlement au travail raciste. Et donc, c'est une personne qui évolue dans un environnement où on tient des propos à caractère raciste, on l'empêche d'évoluer, on va lui donner certaines tâches qui sont des tâches beaucoup plus ingrates qu'aux autres. Et en fait, tout permet en fait de dire que les autres personnes qui ne relèvent pas du groupe cible en question, par exemple les personnes blanches, ne rencontrent pas les mêmes problèmes. Et donc ça, c'est le plus fréquent, évidemment. Je pense que c'est important de préciser que, évidemment, pour avoir une discrimination, il faut être à même de prouver.
Alors la preuve, il ne faut pas prouver la discrimination dans le sens amener nécessairement l'élément qui est à la base de la différence de traitement. Il faut amener ce qu'on appelle des éléments qui permettent de présumer que. Alors, pour illustrer, aujourd'hui, pour avoir de plus en plus de preuves de discrimination, on recourt beaucoup à ce qu'on appelle l'inspection du travail. Donc on va les contacter et tout citoyen, citoyenne peut le faire. Et ils vont faire ce qu'on appelle des tests de situation. Donc ils vont envoyer aux entreprises des CV, des faux CV, avec des qualifications qui sont identiques, donc des personnes qui ont un nom entre guillemets belgo-belge et des personnes qui ont un nom à consonance plutôt étrangère. Et si successivement certains CV, donc avec des noms belgo-belges, reçoivent une réponse positive, l'invitation à un entretien, alors que les personnes d'origine étrangère ne reçoivent pas, on n'a pas la preuve qu'il y a nécessairement une discrimination, mais c'est des éléments qui permettent de présumer que peut-être, même de manière non intentionnelle, et c'est important, l'entreprise va en fait avoir une politique discriminatoire. Et donc après, évidemment, c'est à charge pour l'entreprise en question de justifier, de dire en fait, voilà pourquoi on a écarté ces CV, voilà pourquoi on a gardé cela, et de démontrer qu'il n'y a pas eu de discrimination. Mais donc on a vraiment cette inversion de la charge de la preuve. Oui, c'est l'entreprise qui doit prouver non, il n'y a pas eu de discrimination versus la victime qui doit dire j'ai été discriminée, voici les éléments de preuve. Voilà, exactement. Si la victime parvient à nous apporter un certain nombre d'éléments en disant mais en fait j'ai déjà postulé au sein de cette entreprise, j'ai vu que j'avais été refusée parce que le poste était pourvu, mais en fait dans les faits l'offre elle est toujours disponible, j'ai renvoyé un CV, j'ai reçu une réponse positive mais j'ai envoyé un CV avec un nom qui n'est pas le mien. On se dit il y a en fait un certain nombre d'éléments qui pourraient être convaincants. Et vous en recevez combien à peu près de signalements comme ça par an pour avoir une idée globale? Alors, on reçoit entre 7 000 et 8 000 signalements par an. Donc, 7 000, 8 000, ça veut dire vraiment des plaintes. Donc, c'est tout. Et là-dedans, il y en a 20% qui sont des signalements liés à des critères dits raciaux. De ces 7 000 signalements, il y en a plus ou moins 1 800 qui deviennent ce qu'on appelle des dossiers. Donc, c'est-à-dire que à un moment, on estime que c'est des signalements qui nécessitent une analyse approfondie, un examen, par exemple d'interpeller un employeur, c'est dans le domaine de l'emploi. Et en fait, il faut réaliser que sur ces 1 800 en fait, signalements, 1 800 dossiers, pardon, la grande majorité, le critère numéro 1, c'est le critère raciaux. Et puis, on a le handicap. Et pareil dans le domaine de l'emploi, la majorité des dossiers qu'on reçoit dans le domaine de l'emploi, le premier critère, c'est à nouveau les critères raciaux. Et comme je vous le disais juste avant, ce qui est intéressant, c'est de constater que de tous ces dossiers emploi, critères raciaux, les premiers faits qui est dénoncé, c'est d'abord la question du harcèlement. Et puis le refus d'embauche, et vient ensuite le licenciement. Mais donc la discrimination va prendre des formes diverses et variées, mais c'est d'abord dans les relations interpersonnelles, et donc je pense que ça va faire beaucoup de lien avec ce dont on va parler après, d'où la nécessité d'un environnement de travail qui soit inclusif, en fait. Oui, parce que oui, justement, il y a ce cadre légal, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau interpersonnel? Qu'est-ce que ça veut dire pour un collègue, par exemple? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de vivre, de travailler ensemble alors qu'on a toutes ces différences culturelles, qu'on ne se comprend pas toujours, qu'on a peut-être parfois peur aussi de dire quelque chose qui va passer de travers, qu'on pense qu'il y a des zones un petit peu grises. Donc comment est-ce qu'on peut faire justement pour travailler ensemble à titre individuel? Je pense que, première chose sur laquelle je voulais rebondir et revenir sur cette question, c'est le cadre légal, évidemment. Je veux dire, voilà, on vit dans une société avec des normes et tout, donc il n'y a rien à dire par rapport à cela. Mais pour rebondir un peu sur ce que Martin Luther King disait, je crois que c'est lui qui disait que je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer. Il y a des lois pour vivre en société, mais au final, ce dont on est en train de parler ici en termes d'inclusion, je crois pour moi, c'est un changement d'esprit, c'est un changement c'est de parler au cœur des personnes. Et là, la loi ne peut pas forcer à quelqu'un à me considérer comme être humain par rapport à mes multiples identités, notamment ma couleur de peau. Et donc, comment arriver là-dessus en tant que collègue? C'est de considérer, ça va être difficile peut-être pour certains et certains, mais c'est de considérer qu'une fois qu'on est dans un espace défini au sein d'une organisation, d'une institution, d'une entreprise, qu'en fait, tout le monde a le mérite et le droit d'être là. Une fois qu'on passe la porte, c'est de voir la personne comme étant... Elle a passé toutes les étapes qu'il faut et elle mérite d'être là et qu'on est collègues. Et donc, c'est apprendre à se connaître et surtout à écouter. Je dirais que ce serait ça pour moi l'appel principal, c'est de faire en sorte d'écouter les autres personnes par rapport à un vécu qui est peut-être différent du sien,
qui va peut-être remettre en question certaines croyances ou certaines habitudes, mais au moins d'écouter ce que l'autre personne a à dire, parce qu'elle a probablement un vécu qui est différent de ce que vous avez vécu. Et voilà, on parlait de lunettes tout à l'heure, mais on a différentes lunettes pour garder la même situation ou la même table. Ça serait mon invitation principale, écouter. Oui, et garder cet esprit d'égalité, que tel collègue a autant le droit d'être là oui, voilà. Et alors, Grégory, justement, s'il y a une personne qui dit quelque chose qui ne passe pas, comment est-ce qu'on peut réagir dans ce genre de situation-là? Parce que souvent, il y aura un collègue qui fera une remarque ou qui fera une blague qui sera perçue comme déplacée par une personne. Comment est-ce qu'on réagit dans ces situations-là et est-ce qu'on doit, du coup, s'empêcher? Est-ce qu'on a ce truc de « on ne peut plus rien dire aujourd'hui » C'est ce que j'entends assez souvent. Ouais, bah oui. Je peux parler qu'en mon nom, je ne peux pas parler, évidemment, je rencontre des situations en faisant ce travail, je ne suis pas unien, mais je reçois aussi quand même des témoignages et je fais pas mal d'interviews et donc du coup j'ai une base de données d'expérience et d'histoire. Moi personnellement, à titre personnel, c'est de mettre les limites. Je suis quelqu'un qui sait directement cadrer, par mon attitude, voilà, j'arrive à mettre un cadre où je suis sympathique au travail, mais je ne viens pas au travail pour me faire des amis. Et donc, du coup, on a un objectif et je viens pour atteindre l'objectif. Petite anecdote, en 20 ans d'expérience, disons, sur le marché de l'emploi, personnellement, je crois que j'ai rencontré une fois une personne qui était raciste. Pour moi, c'est interpellant. C'est-à-dire qu'en 20 ans, j'ai rencontré une seule fois une personne, et en plus j'étais tout jeune, j'avais 18-19 ans, c'était un job d'étudiant. J'arrive là pour l'été et on me dit tout de suite, on me prend sur le côté, ah, tu vas travailler avec et sache qu'il est raciste, il ne supporte pas les étrangers. Je dis ok, c'est bon à savoir. Et donc j'ai été le voir directement en disant voilà, on ne va pas se raconter nos vies, j'ai pas besoin de savoir ce que tu fais le week-end, mais par contre on doit s'échanger des informations. Donc est-ce qu'on peut juste avoir un comportement professionnel? Moi je suis là pour un mois. Je veux pas de soucis. Et donc, au final, on a su collaborer, on a su travailler ensemble. Et c'est marrant, je dirais même qu'à un moment donné, je crois qu'on a su se respecter parce que je savais ce qu'il pensait, je savais comment est-ce qu'il le vivait au sein de l'entreprise. Et pour moi, c'est interpellant parce qu'au cours des 20 ans, il y a des personnes où je me disais, peut-être que... Mais forcément, les gens ont intégré qu'être raciste, out, c'est illégal et donc on se protège, on ne se montre pas réellement. Et donc pour moi, de mon point de vue, c'est de pouvoir identifier le plus rapidement possible qui est-ce qu'on est par rapport à l'environnement et de mettre les limites. Maintenant, pour d'autres personnes, c'est moins évident à faire ça et donc il faut aller vers les ressources humaines. Si les ressources humaines jouent le jeu, il y a aussi des entreprises où il y a les personnes... comment est-ce qu'on appelle ça? Les personnes de référence? Des personnes de confiance? Donc voilà, en fonction de la taille et de l'industrie, etc., il y a des dispositifs qui permettent de pouvoir en parler et j'espère que l'organisation va être assez inclusive que pour agir dessus. Parce que moi, je voudrais rebondir par rapport à ça, parce que donc, j'entends tout à fait ce que Grégory dit, mais pour moi, au-delà d'une certaine... Enfin, tout ne doit pas reposer sur les épaules de la personne en question, surtout pas. Et nous, c'est le message qu'on envoie toujours, et donc je reviens de nouveau à un cadre légal, c'est qu'il y a une loi qui protège le travailleur sur le lieu du travail, qui est la loi relative au bien-être au travail. Et nous, ce qu'on dit toujours aux travailleurs, travailleuses qui sont visés par des propos à caractère raciste, par un environnement de travail, c'est qu'il faut le dénoncer au supérieur. Et donc, c'est le dénoncer au supérieur, personne de confiance. Il y a les conseillers en prévention interne, externe, qui doivent être désignés soit au sein de l'entreprise, soit donc, à l'extérieur de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment une responsabilité de l'employeur de réagir. Pour moi, la faute la plus importante, elle est là. Si je reçois un signalement de discrimination pour des faits de harcèlement, je ne vais pas aller chercher l'auteur du harcèlement. Je vais aller chercher l'employeur. Si l'employeur a été prévenu et qu'il n'a pas réagi, c'est là que le bas blesse. Et pour rebondir sur ce que disait Grégory, donc effectivement, soit le travailleur, travailleuse, lui-même, elle-même, a la possibilité et la capacité et l'assurance pour marquer une limite. Mais si ce n'est pas le cas, et même si c'est le cas d'ailleurs, c'est évidemment à l'employeur de dire en fait, les propos qui ont été tenus ne sont pas tolérables. Marquer une ligne rouge en disant... Et en fait, cette ligne rouge, elle doit être marquée à l'égard de l'auteur, mais aussi plus fondamentalement à l'égard de tous les travailleurs. Il faut qu'il y ait un message très clair
qui soit passée au sein de l'entreprise. Elle ne doit pas l'être nécessairement sur le moment même de manière réactive, ça peut être aussi a posteriori, ça peut être une communication à l'égard de l'ensemble de l'entreprise, mais le plus important quand ces faits se produisent, c'est une réaction claire et nette et un message qu'on envoie à toutes et tous. Et rapidement sur ça, là je ne vais plus parler, d'abord j'ai parlé de moi, mais là je vais parler de ce que j'obtiens ou de ce que je reçois comme témoignage. Et dans l'expérience des personnes que j'ai entendues, en fait, c'est quand elles vont vers les ressources humaines ne jouent pas le jeu. Et que les ressources humaines jouent plutôt le rôle de protéger l'institution et de protéger l'organisation. Et donc on lui dit, en gros, si c'est en plus une personne d'origine étrangère, c'est sois contente d'être là, tu as un job, ok? Donc écrase-la. Et c'est ce que j'entends très très souvent. Et donc du coup, ça n'aide pas non plus à aller et avoir confiance dans ces mécanismes parce que voilà, je ne dis pas que c'est le cas partout, mais les personnes qui m'ont parlé de ça disent qu'en général, les ressources humaines sont plutôt à protéger l'organisation. Mais ça revient un petit peu sur cette notion aussi qu'évidemment, il y a des cas isolés, mais il y a aussi un problème structurel qui tient en place du racisme, de discrimination, etc. Comment est-ce que ça peut se manifester sur le lieu de travail? Quels sont les éléments qui nous permettent de dire ça existe, l'exclusion structurelle? Ouf, c'est une très belle question. Moi, j'ai eu un dossier comme ça où effectivement, on rétorquait beaucoup, et on l'entend beaucoup dans les médias, non mais ça c'est l'effet d'une pomme pourrie. Voilà. Et donc c'était des actes assez... en fait c'était la base, le signalement, ça portait sur des actes en fait très violents à l'égard d'un jeune de la communauté d'origine maghrébine. Et puis, en fait, une fois qu'on avait commencé à interroger les autres collègues qui avaient fait des témoignages de manière spontanée, on se rendait compte en fait que certes, il y avait des actes de pommes pourries, mais entre guillemets, le problème vient du fait qu'on a l'ensemble de la structure, de la hiérarchie, qui ne réagit pas. Parce qu'en fait, une pomme pourrie, quand elle est recadrée, en fait, elle ne le refera pas. Et donc, à partir du moment où vous avez un système qui est défaillant, et donc ça veut dire qu'il n'est pas rappelé à l'ordre, qu'il n'y a pas de procédure disciplinaire qui est engagée, qu'en fait, on ne marque pas une limite en disant ces propos ne peuvent pas être tenus, ben, en fait, ça se diffuse au sein de l'entreprise. Ça se multiplie et en fait, on a juste une incapacité au niveau structurel à réagir adéquatement pour que les faits cessent. Il y a par exemple, de nouveau, ça va être un faisceau, ça ne veut pas dire que c'est une preuve, mais il y a Google et Boston Consulting Group qui ont sorti une étude il y a 2 ans, peut-être maintenant, en regardant la structure des comités de direction des plus grosses capitalisations en Belgique. Et de mémoire, je crois, c'est 88% des comités de direction qui sont composés d'hommes. Ouais. Sur la question de l'origine, je crois que c'est 93 ou 95%, je ne sais plus, qui sont composés de personnes dites blanches. Donc du coup, quand on a une telle représentation à des postes aussi élevés, qui est la crème de la crème dans ces institutions, ben, ça veut dire qu'il faut voir quel est, en partant du point de départ, qu'est-ce qui a fait que ce soit ces personnes-là qui arrivent au sommet de la hiérarchie. Et donc, si on regarde, si je prends l'image d'une pyramide, ben, est-ce qu'au niveau de départ, on a les mêmes chances que de rentrer dans l'entreprise? Ben, la réponse est non, par rapport aux études qui ont été faites. Donc ça, c'est l'accès. Et puis après, il y a la progression, il y a la promotion, il y a les salaires et plein de dynamiques au niveau de la gestion des talents. Et donc, très clairement, pour moi, ces exemples, ces études montrent qu'il y a des domaines, il y a des dynamiques structurelles qui font que ce n'est pas équitable. Et vous donner un autre exemple, vous avez quelqu'un qui, par exemple, fait partie d'une équipe. Et je vais prendre un exemple, une équipe de vente. Vous avez la personne qui a les meilleurs points, les meilleurs scores, les meilleures statistiques en vente. Okay, et n'a pas les mêmes avantages que les autres. Par exemple, voiture de société, tu oublies. N'est pas payé selon le schéma mis en termes de commission, etc. C'est pas mis. Les options de promotion, tu oublies. Et donc, à un moment donné, cette personne se dit, mais en fait, je suis parmi les personnes qui ramènent le plus d'argent au sein de l'organisation et je ne suis pas reconnu pour ça. Et donc, de nouveau, pour les personnes qui ont ce courage, elles quittent l'organisation parce qu'elles ne se sentent pas reconnues. Donc, on a beaucoup parlé de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qui n'est pas bien. Est-ce qu'on a aussi des pistes sur, justement, comment est-ce qu'on peut remédier à tout ça? J'imagine que oui, forcément, puisqu'on est là aujourd'hui. Par exemple, Sophie, tout à l'heure, tu parlais d'action positive. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste?
Alors, les actions positives, ce sont des dispositifs qui visent en fait à augmenter en fait la diversité, et elles consistent en ce qu'on va appeler un traitement préférentiel ou l'octroi d'un avantage en faveur donc, de personnes qui relèvent ce qu'on appelle un groupe cible. Donc, les groupes cibles, ça correspond à nos critères protégés dont je parlais juste avant. Donc, on va avoir les personnes d'origine étrangère, et en fait, ça part d'un constat qui est celui d'une inégalité structurelle. Et l'objectif, c'est d'octroyer en fait un avantage ou un traitement préférentiel pour essayer de résorber cette inégalité structurelle. Et donc, l'exemple le plus fréquent, c'est une entreprise qui constate en fait qu'elle a des hommes, elle a des femmes à concurrence de 50-50 ou quelque chose comme ça, mais par contre, elle n'a aucune personne d'origine étrangère. Et donc, il y a un constat de départ qui est de dire, manifestement, au sein de l'entreprise, mais elle peut aussi tenir compte, par exemple, du monitoring socio-économique et donc plus largement en fait, des chiffres de l'emploi et de l'embauche de certains groupes pour dire on a une inégalité structurelle au sein de l'entreprise. Et l'objectif va être de dire, pour résorber cette inégalité, on va mettre en place des actions positives. Ces actions positives, ça peut prendre des formes diverses et variées. Par exemple, c'est le fait de dire on va organiser des programmes de mentoring ou de formation à destination exclusivement des personnes qui relèvent du groupe cible, de manière à ce que ces personnes puissent suivre des cours ou être formées pour après postuler dans l'entreprise, mais en augmentant en fait leurs chances de réussir les tests pour entrer dans l'entreprise, pour y être engagés. Ça peut être une J'entends forme. déjà, mais c'est pas juste, est-ce que c'est pas du favoritisme Mais en fait, il faut partir du constat que ces personnes, si on leur donne cet avantage, entre guillemets, c'est parce qu'en fait, structurellement, il y a une inégalité. Et on le voit, comme on disait, on parlait du monitoring socio-économique et des obstacles pour accéder au marché de l'emploi. En fait, l'objectif, c'est simplement d'essayer de compenser ces inégalités qui sont liées à une discrimination structurelle en octroyant davantage. Alors, ce qui est important, donc ça fait partie aussi du processus, c'est que donc, ça ne se fait jamais au détriment des compétences, parce qu'alors on valse dans ce qu'on appelle une discrimination positive. Et donc, quand je dis c'est jamais au détriment des compétences, c'est-à-dire que le plus ambitieux de l'action positive, c'est vous recevez des CV et vous avez deux personnes qui ont les mêmes compétences, à qualification égale, vous évaluez les CV et vous vous dites, à compétence égale, par exemple, je n'ai aucune femme dans l'entreprise ou très peu de femmes, je vais engager une femme. Mais cette femme, elle a les compétences, elle a exactement les mêmes compétences que les hommes. Donc en quoi est-ce que ça serait finalement injuste ? Pas du tout. Et par ailleurs, et ça c'est l'autre élément qui permet de bien rassurer les uns et les autres, c'est que cet avantage n'est octroyé que pour résorber une inégalité. Donc si on reprend mon entreprise et qu'elle met en place des programmes de mentoring et puis elle engage certaines personnes et puis elle met toute une série de choses en place et qu'au bout de peut-être 2, 3, 4 ans, elle réussit parce qu'en plus de ces actions positives, elle met en place toute une série d'autres mesures qui fait que ces personnes s'y sentent bien et que donc elles restent. Donc elle arrive en fait à ce qu'on pourrait dire, en fait on va appeler une masse critique, ou en tout cas elle atteint certains chiffres en termes de composition de son personnel. Elle va pouvoir dire, en fait aujourd'hui, cette inégalité que l'on constatait il y a 3, 4, 5 ans, elle n'est plus. Et le programme d'action positive prend fin. Parce que vous octroyez un traitement préférentiel pour résorber une inégalité. Et donc, si l'inégalité disparaît, elle n'a plus de raison d'être. Et donc, je pense que c'est vraiment des mesures qui sont mises en place donc pour mettre fin à une inégalité, mais toujours dans leur aspect aussi des droits des uns et des autres, quoi. Voilà. Et je pense que ce sont des sujets qui doivent vivre au sein de l'organisation. Et là, pour moi, c'est la responsabilité des personnes qui sont en charge d'une organisation, de dire très clairement, à partir du moment où il y a ces constats, qu'est-ce qu'on fait ? Et si on veut agir dessus, c'est que ça fait partie, il y a une raison forte, ça doit faire partie pour moi de la stratégie de l'organisation. C'est-à-dire, voilà, on se rend compte que notre organisation participe à des phénomènes de discrimination et donc on veut résorber cela. Et en résorbant cela, on veut l'intégrer dans ce qu'on fait, dans notre quotidien. Ça doit faire partie de la stratégie. Et si ça fait partie de la stratégie, c'est-à-dire que tout le monde doit être au courant, comme toutes les autres priorités au sein de l'organisation. Et donc pour moi, c'est vraiment les personnes en charge de la direction de l'organisation qui doivent en parler de la personne qui vient d'arriver ce matin à la personne qui est là depuis 10 ans et de dire pourquoi c'est important. Et donc, par rapport à cela, notre projet s'inscrit un petit peu dans une dynamique, même si ce n'est pas de l'action positive,
mais c'est un peu dans le sens où quand une entreprise nous contacte ou qu'on va vers elle en disant on se rend compte que vous avez un problème ici en termes d'origine, c'est de mettre sur pied par exemple une action où on va organiser un événement, où on va faire un sourcing, trouver des personnes qui correspondent au profil que l'organisation recherche. On invite l'organisation à venir, elle se présente et on fait du matching, on les met en relation. Mais après cette journée de mise de relation, les personnes qui sont intéressées par l'entreprise vont postuler via le mécanisme comme monsieur et madame tout le monde. Donc il n'y a pas de préférence par rapport à cela, sauf qu'on a créé une porte d'entrée spéciale parce qu'il y a un problème au niveau de la rencontre. Et donc une fois que la rencontre est faite et que les personnes ont les compétences, parce qu'évidemment, enfin, ça me fait toujours rire qu'on doive parler du fait que ces personnes ont les compétences, et donc après, c'est le canal de recrutement classique qui reprend. Et est-ce qu'il y a des pratiques que toi, tu as constatées dans le cadre de ton travail, enfin dans le cadre des cas que tu as suivis, que tu pourrais nommer des good practices, des choses que dont d'autres entreprises pourraient s'inspirer aussi? On y travaille. Si on avait la formule complète, je serais ravi de pouvoir en dire plus, mais on y travaille. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, je pensais que, compte tenu du fait qu'il y avait des difficultés de rencontre, qu'il fallait ouvrir la porte et créer un pont et faciliter cette rencontre. C'est une partie de la formule, mais ça va au-delà de là. Et au-delà de là, c'est là où je réalise qu'on tombe sur les côtés structurels et les pratiques justement de discrimination structurelle. C'est que nous parlons avec des individus qui sont motivés et qui croient dans l'équité, l'inclusion, la diversité, que ce soit manager diversité, recruteuse, recruteur, parfois même personne tout en haut de la hiérarchie. Mais une fois que les personnes rentrent maintenant dans le mécanisme normal de solliciter, c'est là qu'on rentre dans la boîte noire des organisations, et là il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc il n'y a pas encore d'équité dans tous les processus, dans toutes les boîtes avec lesquelles on a collaboré. Il y a beaucoup de bonne volonté, il y a des gens qui font un maximum pour faire bouger les lignes, mais on rencontre des cas très clairement de discrimination aussi, où des personnes qui ont les compétences, leur CV sont mis de côté. Et donc c'est là où il y a encore dans notre formule des ajustements à faire. Et au-delà du recrutement, au sein de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut faire en sorte justement d'avoir plus d'inclusion, que tout le monde se sente plus à sa place, plus écouté, plus en mesure d'être soi-même? Est-ce que vous avez rencontré J'ai deux choses rapides que je voudrais partager avec vous. Je pense, un, c'est la mesure. Parce que si on dit que c'est important, il faut avoir une base. Et là, il pourrait y avoir des outils proposés par UNIA, notamment de diagnostic. Il y a les entreprises, je parle plutôt des grosses entreprises, ont des enquêtes annuelles pour prendre un peu le pouls de comment est-ce que les employés se sentent. Et donc, de pouvoir intégrer les questions d'équité, d'inclusion, diversité là-dedans, ça permettrait d'avoir du contenu sur ces questions et de mettre après un plan d'action. Et puis, à un niveau plus individuel, je dirais, je pense à un cas, par exemple, où une collègue gère un projet et lors d'une réunion se rend compte qu'un collègue, même niveau hiérarchique, qui doit lui donner de l'information, ne communique pas du tout et l'ignore complètement. Et cette personne est une femme d'origine étrangère, etc. Et donc, on est en réunion, il y a plusieurs personnes qui le remarquent, mais il n'y a personne qui réagit. Et donc là, pour moi, surtout quand la réunion se termine, des collègues viennent dire « Oh, mais c'est dégueulasse ce qu'il a fait, il ne devait pas se créer, c'est un goujat, il ne devait pas réagir comme ça. » Mais pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas pendant la réunion? Et c'est ça que la personne me dit, je me sens tout à fait seul, je me sens complètement non reconnu en tant qu'être humain. Et puis il y a des collègues qui viennent chez moi une fois que la réunion est finie. Donc faites ça pendant la réunion ou juste après la réunion. Allez parler aux ressources humaines en disant Grégory a un comportement totalement inadmissible, on a vu ça. Et donc si c'est quelque chose qui se répète souvent, les ressources humaines sont censées prendre action sur ça. Donc pour moi ce serait ça, c'est que si on se rend compte en tant que collègue qu'il y a un comportement qui est déviant ou qui est inacceptable par rapport aux valeurs personnelles et aux valeurs de l'entreprise, c'est de le dire pendant la réunion et puis après de prendre action en disant à la personne j'ai vu, je te soutiens, etc. Et puis d'en parler aussi aux ressources humaines s'il faut. Ça prouve aussi qu'il n'y a pas spécialement besoin d'être manager ou de travailler aux ressources humaines pour faire une différence. Je crois que c'est important aussi de le rappeler. En tant que collègue, il y a des choses qu'on peut faire. Absolument. En tant que collègue de couleur, en tant que collègue blanc, enfin, il y a toujours un rôle qu'on peut prendre.
Et moi, je voulais rebondir par rapport à la question. Non, je voulais rebondir par rapport à deux choses. D'abord, l'outil d'UNIA pour mesurer, ça s'appelle Do It Yourself. Et donc, c'est vraiment, je pense, une quinzaine de pages qu'on trouve facilement sur le site d'UNIA qui permet en fait vraiment de mesurer cette diversité en disant où est-ce que les informations sont accessibles. Entre autres, ces informations en fait, on ne peut pas rassembler les données relatives à l'origine ethnique. Et ben, en fait, si dans une certaine mesure, voilà la marche à suivre. Donc voilà, ça c'est la première chose sur laquelle je voulais réagir. Et la seconde, par rapport aux bonnes pratiques et qu'est-ce qui permet de créer un environnement de travail inclusif, nous, on utilise pas mal ce qu'on appelle le plus grand dénominateur commun, qui est une pratique en fait qui vise à répondre à des besoins qui sont formulés à titre individuel, mais qui vont bénéficier au commun. Si on peut illustrer, par exemple, certains collègues ont une pratique religieuse où ils veulent pouvoir prier. Et donc, ils demandent en fait qu'il y ait un local qui soit mis à disposition. Eh bien, l'idée, plutôt que de dire, bon, donc au niveau RH, on va mettre à disposition un local qui va servir à ces personnes de ce groupe identifié à prier, eh bien, on va mettre en place un local. Et ce local, en fait, on va organiser en fait une tournante de qui l'utilise quand, mais qui va permettre aussi en fait d'organiser des séances, par exemple de méditation, du yoga, où on pourrait mettre à certains moments des ateliers. Et donc, en fait, on va répondre à des demandes individuelles qui sont formulées par une réponse en fait beaucoup plus structurelle. Donc sortir de l'individualisme, sortir parfois en fait de certaines considérations qui peuvent un peu sembler touchy ou sensibles. En fait, non, comment est-ce qu'on prend un peu de la hauteur et qu'on donne une réponse qui soit en fait utile pour toutes et tous au sein de l'entreprise. Et vis-à-vis de l'extérieur alors, parce que bon, on peut s'occuper de l'inclusion à l'intérieur de son entreprise, etc. Mais comment est-ce qu'on peut refléter aussi plus d'inclusion vers l'extérieur via sa communication, par exemple, et le faire de la bonne façon? La communication, c'est un domaine qui est intéressant parce que j'ai fait un sondage, ça vaut ce que ça vaut. Une centaine de personnes à qui j'ai demandé dans notre réseau, par exemple, il y avait plusieurs questions, mais notamment comment est-ce que vous évaluez les politiques de diversité des grandes entreprises à Bruxelles? Et en fait, il y a 60% des personnes qui ont répondu « je n'y crois pas ». C'est du diversity washing. Ouais. Et donc, comment est-ce que ces personnes jugent cela? Et donc, quand je pose la question, c'est notamment le fait qu'elles connaissent parfois quelqu'un au sein de l'entreprise ou de l'organisation, et donc on téléphone. Ça peut être mon frère, mon voisin, personne, enfin, dans mon entourage direct. Et donc, je demande, mais quelle est la réalité entre l'image qui est postée sur le net, les beaux mots, les belles campagnes, et la réalité de l'équipe? Et là, tout de suite, il y a des éléments d'information qui circulent. Je l'ai fait une fois où je me pose devant une entreprise et je regarde qui rentre et qui sort. Et donc, je compare cela à la réalité et la communication qui est faite. Donc, en 2-3 mots, pour moi, ce qui est important pour les organisations et notamment les personnes qui s'occupent d'employer branding et autres de recrutement, mais pour tout le monde, c'est de se rendre compte qu'en fait, les personnes sont parfois plus intelligentes qu'on croit qu'elles le sont. Et donc, du coup, elles voient la différence entre une communication qui est authentique et de la pub. Exact. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, comment faire? Pour moi, c'est être le plus transparent possible. Et que si, en effet, on est une organisation où la diversité sur la question de l'origine, on débute, c'est de le dire. Et notamment dans les questions ou les discussions que j'ai parfois avec des entreprises, je dis, ouais, mais c'est l'œuf ou la poule? Parce que si on n'a personne, comment est-ce qu'on fait? Si on monte personne, il n'y a personne qui vient. Et si on monte des gens qu'on a pris sur Internet, on va nous accuser d'être dans le mensonge. Donc, je pense que c'est l'authenticité le plus possible et surtout de montrer derrière qu'il y a un plan d'action et qu'on est vraiment engagé sur ces questions et qu'on veut faire une différence. Et aussi là-dessus, ce qui est marrant, c'est qu'en communiquant vis-à-vis de l'extérieur, on oublie, parfois les entreprises oublient qu'il y a le peu de diversité de gens qui sont au sein de l'entreprise qui se disent mais pour qui nous prennent-ils ou pour qui nous prennent... Parce qu'il y a, de nouveau, il y a ce décalage entre le message qui est véhiculé vers l'extérieur et le vécu des personnes à l'intérieur. Et donc parfois pour les grosses structures, il y a déjà un peu de diversité. Et donc quand les personnes lisent tous ces messages vis-à-vis de l'extérieur, elles se disent mais... c'est pas vrai, ça ne correspond pas au vécu que nous, on a à l'intérieur. Donc, il faut faire attention aussi à ces éléments. Franchement, c'est revenir le plus possible sur le vécu et donc de se rendre compte de ce que les gens vivent et de pouvoir avoir des mécanismes de discussion et de partage, d'avoir de l'information et d'agir dessus. Oui, puis le fait d'avoir une team qui est plus diverse et qui est plus inclusive, ça permet aussi d'avoir une communication et
des actions qui sont beaucoup plus relevantes pour certains publics et ça se sent alors direct dans la ligne stratégique d'une entreprise puisque ce sont des choses qui sont pensées et qui ont été filtrées aussi par un certain nombre de personnes et pas une campagne de publicité à destination d'un public noir pensée par des personnes blanches où il y a un tas de choses qui, en fait, pour des personnes noires, on se dirait directement non, quoi. Il manque de diversité dans l'équipe. Ouais. Mais on s'approche tout doucement de la fin de notre séminaire, mais avant de conclure, je voudrais vous demander qu'est-ce qui, pour vous, est le mot de la fin? Qu'est-ce que vous voudriez vraiment que les auditeurs, que les personnes qui nous regardent se souviennent? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore pu dire aujourd'hui et que vous vous dites ça, il faut absolument quand même que je puisse le dire? Mais moi, du coup, qui gère plutôt les plaintes des discriminations, pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas laisser passer. En fait. Bon, après, c'est une grosse responsabilité qu'on met sur les épaules des premiers et premières concernés, mais c'est de pouvoir dire, en fait, les propos qui ont été tenus par le collègue ne sont pas acceptables et de réagir par rapport à ça. Parce que j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « mais je ne sais pas, c'est de la discrimination et je ne suis pas ce genre de personne qui se victimise ». Mais en fait, la plupart du temps, quand ils viennent nous voir, en fait, c'est plus que fondé et c'est inacceptable. Et il faut pouvoir réagir et il faut pouvoir dénoncer. Et si c'est dur de dénoncer, de s'entourer de personnes qui sont des alliés, qui sont prêts à soutenir. Et quand je dis alliés et soutien, ça peut aussi être, oui, des personnes de confiance, ça peut être des collègues, ça peut aussi être, surtout, ça devrait être les ressources humaines qui accompagnent dans ce genre de processus. Donc, voilà, pour moi, le plus important, c'est de rappeler chaque entreprise à ses propres responsabilités par rapport à la gestion de son personnel et au bien. En fait, on a essayé de naviguer, je pense, dans cette discussion entre le côté plus structurel, macro, organisationnel et individuel. Et donc, ce que je voudrais partager, aussi bien un vécu personnel, mais de ce que j'entends, c'est en fait que moi, je suis né en Afrique. Je suis arrivé ici en tant qu'adolescent. Mais il y a des personnes qui sont... Donc, ma question, c'est qui est belge aujourd'hui? Et donc, je voudrais inviter... les personnes qui vont écouter l'émission, en tout cas, à discuter de ces questions, à se rendre compte qu'en fait, j'ai des amis qui sont nés ici il y a 60 ans. Il y en a qui sont nés ici il y a 40 ans, il y en a qui sont nés ici il y a 50 ans. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est arrivé hier. Et donc, du coup, on expérimente la vie, la société, différentes situations de manière différente. Et donc, c'est pour ça que je dis encore écoutez, même si ce n'est pas forcément votre vécu, où vous dites, mais c'est bon, moi ce que j'ai entendu souvent, c'est bon, Grégory Obama a été élu, le racisme c'est fini. Des collègues ou des amis qui me disent ça. Je dis oui, mais on ne vit pas le même espace de la même façon. Tout comme moi, en tant que bonhomme, je ne vis pas l'espace extérieur de la même façon qu'une femme. Il n'y a que très récemment que je me suis rendu compte du nombre de femmes qui portent un casque dans la rue ou dans le métro. Et donc en parlant autour de moi, je me dis mais pourquoi est-ce que... Oui, mais c'est justement pour éviter le contact avec des hommes dans la rue ou dans le métro quand il fait noir, etc. Donc c'est on partage un espace commun, mais on n'a pas le même vécu. Et donc, pour moi, par rapport à ça, ce serait vraiment d'inviter les gens à écouter, parce que quand je vois dans certaines réactions ou dans certains témoignages, ça commence tout petit. Les questions de racisme, notamment. On peut parler d'autres dimensions, mais sur la question de l'origine du racisme, ça commence tout petit. J'ai des amis qui me disent que leurs enfants, à 4, 5, 6, 7, 8 ans, ont des camarades de classe qui leur font des remarques sur la couleur de peau et que ça sent le je pense à quelqu'un qui a participé à une émission. Il y a une émission qui s'appelait Het leven in kleur, je crois, en néerlandais. Mon néerlandais n'était pas assez bon que pour tout comprendre, mais il y a différentes situations. Donc j'invite les personnes qui auraient une compréhension de néerlandais de regarder cette émission si elle est encore envisageable. Enfin, je veux dire qu'elle est encore disponible. Et donc c'est par exemple quelqu'un qui me racontait qu'à l'école, étant le seul Africain d'origine à l'école dans un patelin en Flandre, les anniversaires, il n'était jamais invité. Toute la classe, oui, mais pas lui. Et donc, le jour où c'était son anniversaire, il a invité tout le monde, personne n'est venu. Donc, ce sont toutes ces histoires qu'on vit au quotidien, en étant déjà tout petit, en grandissant en Belgique, par l'école, dans la rue, avec certaines institutions que je ne veux pas nommer, mais qui font des contrôles, etc. Et puis, en grandissant, on arrive avec ça sur le marché de l'emploi. Et là, on ramasse encore d'autres situations. Donc, c'est pas évident d'arriver à être performant sur le marché de l'emploi quand on s'est fait contrôler toute une série de fois sur le chemin du travail, par exemple.
et de ne pas en parler, de ne pas trouver un espace où on va se sentir écouté que pour en parler et de quand même essayer de faire son travail. Et donc voilà, pour moi, ce sont ces questions-là que j'essaye d'amener pour se rendre compte que ce n'est pas toujours évident, sans jouer la victime, mais ce sont des réalités de vécu de pas mal de personnes et qui pourtant essayent de faire le travail. Dernier point, je sais que je suis trop long, mais je voudrais vraiment, dernier point. Récemment, j'ai assisté à une présentation et il y a une personne qui était sur le podium qui a dit « On met beaucoup l'accent sur l'inégalité homme-femme à raison et qu'il faut augmenter l'inclusion et l'équité par rapport aux femmes. » Et en disant « Mais en faisant cela, il ne faut pas oublier ce que les garçons vivent. » Et qu'est-ce qu'elle disait par rapport à cela? C'est imaginez-vous, par exemple, être un jeune homme d'origine maghrébine le lendemain d'un attentat qui va chercher un emploi. Et cet exemple m'a interpellé en disant, en effet, c'est déjà pas évident dans la vie de tous les jours, mais en plus, quand il y a ces catastrophes qui arrivent et que le lendemain, il faut aller postuler ou qu'on a un entretien et que tout le monde est en train de vivre différentes émotions par rapport à cette situation, comment tu fais? Comment tu gères ce genre de situation? Donc voilà, c'est pas évident, mais c'est vraiment pour moi de pouvoir créer des espaces de rencontre, des espaces de discussion et où on peut s'écouter et je pense que tout le monde peut agir là-dessus. Et je crois aussi en tant que personne, on a tous et toutes certains privilèges et certains, enfin tu parlais d'intersectionnalité tout à l'heure, on a tous certains privilèges et certains points où justement on peut être discriminé, où on peut se sentir, enfin on peut être moins bien, une position moins avantagée sur le marché de l'emploi, sur le marché de l'habitation, etc. De pouvoir chacune se rendre compte justement de cette position, des privilèges desquels on profite, sans prendre ça comme une attaque directement et de se dire « mais moi je ne suis pas privilégiée, ma vie est très difficile aussi », mais de pouvoir justement se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, je trouve ça une très belle façon de conclure en tout cas. Merci beaucoup. Pour nos auditeurs, auditrices et pour les personnes qui nous regardent, nous avons compilé toute une série de ressources qui vous permettront d'approfondir vos connaissances sur le sujet. Je vous invite à les consulter, elles vous seront envoyées par mail et via le chat. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à la prochaine. Au revoir.